Et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yann ou Diana Ball sur le forum et avec Alessandra ou Alestoma. On sera vos tuteurs d'éthique cette année et du coup pour l'instant c'est composé de 4 cours. Le secret professionnel en est un et on va le voir tout de suite. Donc on va commencer par la définition. Qu'est-ce que le secret professionnel? En fait, avant on parlait de secret professionnel, maintenant on préfère parler de secret médical mais les deux termes restent employés. Il n'y a pas de grand souci à se faire sur ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie? Bah, en fait, le secret professionnel, il concerne tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins comme les autres professions de santé. Et qu'est-ce que rompre le secret professionnel? Bah, en fait, c'est divulguer une information secrète à un tiers sans que le patient le veuille. Et ce sont des informations qui sont couvertes par le secret médical. Après, quels sont les fondements du secret professionnel? Bah, ce secret professionnel, il se fonde sur 3 piliers. Donc, c'est l'obligation morale, déontologique et légale. On va détailler ça tout de suite. Alors, l'obligation morale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une obligation qui est très ancienne et qui nous dit qu'il faut respecter ce secret professionnel. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu, des fois, compliqué à vraiment comprendre la définition. Mais en fait, il faut juste se dire que ça fait longtemps qu'on respecte ça et que c'est pas maintenant que ça a changé. Et ça, il est contenu dans le serment d'Hippocrate. Donc, ouvrez les guillemets. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu'il s'y est passé, ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voilà, ça c'est une petite partie du secret du serment d'Hippocrate, pardon. Après, passons à l'obligation déontologique. Donc, il est contenu dans le Code de la déontologie et il contient plusieurs articles, excusez-moi, sur le respect du secret professionnel. Nous retenons que le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou simplement compris. Donc voilà. Et il faut bien retenir que le secret professionnel s'impose à tous les médecins, mais également à tout le personnel de santé. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc que ce soit le médecin, le kiné, le pharmacien, la sage-femme, le dentiste, nous les étudiants en médecine, ça c'est très important aussi, mais ça, on en fait partie, hein, on doit couvrir pardon, ce secret médical. Et maintenant, on va finir avec le troisième pilier qui est l'obligation légale. Donc il est contenu dans le code pénal. Et il nous dit que rompre ce secret médical, en fait, va être puni d'1 an d'emprisonnement et d'une peine de prison. Donc il y a quand même des sanctions judiciaires et pécuniaires. Mais il y a quand même des exceptions à cette règle-là. Donc ça s'appelle des dérogations légales qu'on verra juste après. Elles nous permettent du coup, de rompre ce serment en quelque sorte, mais dans des situations bien particulières. Et on notera que l'intention coupable n'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on peut rompre ce secret sans même s'en rendre compte. Souvent, c'est sans volonté de nuire, hein, la majorité des cas. Mais ça, c'est quand même rompre le secret et c'est quand même punissable, en fait. Donc, il n'y a pas forcément besoin de volonté de nuire pour pouvoir être puni sur ça. Donc maintenant, on va parler des caractères du secret professionnel. Donc pour commencer, il est total, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu, entendu ou compris dans l'exercice de la profession d'un professionnel de santé est soumis au secret médical. Vous voyez, c'est toujours plus ou moins la même définition, c'est toutes les informations qui ont été comprises par le médecin, on ne le révèle pas. Enfin, par le professionnel de santé, excusez-moi. Euh, Même des choses qui peuvent être anodines peuvent être soumises au secret médical, vraiment. Donc, on fait simple, tout ce qui a été vu, compris, même si c'est anodin, on ne dit pas. Après, on peut donner un petit exemple. Par exemple, donner une information sur le fait que le patient soit hospitalisé, ça peut faire partie du... Enfin, on peut en partie considérer qu'on a rompu le secret médical parce qu'il y a certains secteurs d'hospitalisation qui sont quand même assez sensibles. Par exemple, les services de psychiatrie, d'addictologie, de toxicomanie ou de cancérologie. Voilà. Après, il est intangible. Ça veut dire que personne ne peut délier ce secret, pas même le patient ni la mort. Donc ça veut dire que le secret médical persiste après la mort du patient. Sauf certaines dérogations qu'on verra encore après. Il est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il a été instauré dans l'intérêt du patient.
Il a un intérêt dans la santé publique puisqu'il instaure la confiance entre le médecin et le patient, et ça c'est quelque chose qui est indispensable pour les soins. Et pour finir, il est vaste, c'est-à-dire qu'il concerne le médecin, ses assistants, tous les professionnels de santé, mais surtout, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les documents médicaux qui eux aussi sont soumis au secret médical. Ensuite, maintenant, nous allons passer aux dérogations légales. Donc, il y en a deux types, les dérogations obligatoires et les dérogations facultatives. On va commencer par les dérogations obligatoires. Donc, en fait, c'est celles qui obligent le médecin à révéler le secret dans tous les cas. Là, vous allez me dire, mais enfin, depuis tout à l'heure, depuis le début, on nous rappelle que dans tous les cas, il ne faut pas révéler le secret. Toutes les informations sont soumises à ça. Eh bien non, du coup, il y a ces dérogations, et celle-ci, en fait, c'est surtout pour une question de santé publique. Vous allez voir, mais c'est quand même important de rompre le secret dans ces cas-là. Donc, par exemple, là, la liste va pas être exhaustive, mais par exemple, il y a les déclarations de naissance, de décès, tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, pension militaire. Euh, il y a certaines maladies à dérogation obligatoire, ça peut-être que vous allez le revoir en santé publique aussi. Mais voilà, si certaines maladies sont attrapées par des individus, les médecins qui ont diagnostiqué ça doivent le révéler. Euh, Puis arrivent les dérogations facultatives. Donc elles sont beaucoup plus sensibles, et en fait c'est quand même des choix très difficiles pour le médecin quand il se dit s'il doit révéler ou non ce secret. Il n'a pas d'obligation de rompre, mais des fois, son éthique sera remise en question. Donc voilà, c'est quand même, vous allez voir que c'est quand même des choses qui sont très difficiles. Donc il y en a trois grandes catégories: les maltraitances, sévices et privations, les dérogations par rapport à la loi du 4 mars 2002, donc la loi Kouchner, et d'autres dérogations. On va un peu détailler tout ça. Donc, pour les maltraitances, sévices et privations, en fait, dans ce cas, la réflexion sera différente si le patient est mineur, majeur ou vulnérable. La maltraitance est une dérogation facultative aussi bien dans le code pénal que dans le code de la déontologie. Donc, vous voyez que même aux yeux de la loi et aux yeux de la déontologie, si quelqu'un se fait, par exemple, si une femme battue ne veut pas révéler le secret et que le médecin est devant ce choix, aux yeux de la loi, on sait pas, enfin, il sait pas forcément quoi faire. Après, il faut faire aussi appel à la conscience du médecin qui décidera de révéler ou pas le secret médical en fonction des circonstances et du cas particulier présenté. Donc voilà, hein, c'est ce que je dis depuis le début de cette diapositive. Et la décision sera faite en conscience par le médecin qui décidera au cas par cas de révéler ou pas le secret médical. Ensuite arrivent les dérogations par rapport à la loi du 4 mars 2002. Donc ces dérogations concernent le secret partagé, qui veut dire que les informations sont réputées confiées à l'ensemble de l'équipe de soins. Ce partage des informations médicales doit cependant être raisonné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme dans les séries américaines. euh, Tous les médecins peuvent pas parler entre eux de tel patient ou tel patient. En fait, on ne peut parler à un médecin ou un professionnel de santé d'un patient que s'il le traite, que si les deux personnes le traitent. Donc voilà. Ensuite, en cas de pronostic grave, le secret ne s'oppose pas à la famille du proche ou à la personne de confiance, ce qui veut dire que, sauf opposition du patient, nous pouvons communiquer des informations à la famille en cas de pronostic grave. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est quand même des situations qui sont particulièrement difficiles. Donc voilà. Et par exemple, dans le cas contraire du décès du patient, des informations peuvent être délivrées aux ayants droit de la personne décédée, mais toujours avec des contraintes importantes. C'est quand même, encore une fois, on voit que c'est pas facile. Après, concernant le sujet mineur, habituellement, l'intégralité des informations qui concernent ce mineur sont communiquées aux représentants légaux, mais il y a encore des situations particulières. Et ensuite, on arrive aux autres dérogations. Elles peuvent être par exemple l'évaluation et le contrôle des services médicaux, le contrôle des arrêts de travail, des transports sanitaires, les problèmes de santé publique. Vous voyez, hein, c'est toujours des... Et puis sur ça, j'aimerais finir par un cas particulier qui est la fin de vie. En fin de vie, un dialogue est instauré entre l'équipe médicale et la personne de confiance, ou à défaut la famille ou les proches.
La décision d'un arrêt ou d'une limitation de traitement, d'une sédation profonde et continue, doit être collégiale, c'est-à-dire qu'elle doit être nourrie par un dialogue avec la personne de confiance, ou sinon la famille et les proches, et aussi avec, du coup, quelques professionnels de santé. Mais la décision reste médicale et la responsabilité pèse sur l'équipe médicale. Et ensuite, nous en venons aux difficultés du secret professionnel. Donc sur le terrain, il existe de nombreuses difficultés avec le secret professionnel. Nous citerons quelques exemples. Le secret existe entre médecins, contrairement à ce que l'on peut voir dans les séries, sauf dans le cadre d'une continuité des soins. C'est uniquement le médecin désigné par la personne, par le patient, pardon, qui peut faire l'objet d'une transmission d'informations médicales. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ensuite, les certificats médicaux doivent être remis en main propre aux patients ou aux représentants légaux d'un mineur ou d'un incapable majeur, en dehors des dérogations légales prévues par les textes. Et ensuite, la personne de confiance a été prévue par la loi du 4 mars 2002 de Kouchner. Petit tips pour la date, je sais qu'il y a quelques fois aux examens, ils ont mis une mauvaise date. Pour retenir, ça fait 4-03-02. Voilà. On en revient. Le patient doit désigner la personne de confiance à chaque hospitalisation et il peut changer à tout moment de personne de confiance, même en cours d'hospitalisation. Donc voilà. Et maintenant, pour conclure sur le secret professionnel, il faut retenir que le secret professionnel est une notion fondamentale à connaître et à retenir toute nos vies, mais c'est également une notion qui est délicate. C'est compliqué d'une part en raison de l'évolution actuelle de la prise en charge par des équipes multidisciplinaires, ce qui entraîne une tendance à la dilution du secret et ce qui pose du coup de nouveaux problèmes. Et la tendance de plus en plus marquée à l'informatisation des dossiers médicaux qui va entraîner de nombreux problèmes supplémentaires dans l'avenir. Ainsi, il faut aussi retenir qu'il faut rester prudent toute notre vie de professionnel de santé. Merci à vous, c'était la fin de cette présentation sur le cours du secret professionnel. J'espère que votre semestre va bien commencer et va bien se finir. Bon courage pour la suite et aux examens blancs, je l'espère.